Bonjour bonnes gens. Voilà, je rapproche la caméra de façon à ce qu'on m'entende bien. Voilà. Je vais me faire un peu le... Il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Euh, on va vous la faire... Ok, bon, non, j'arrête de plaisanter. Je voulais vous soumettre une réflexion, enfin plusieurs réflexions aujourd'hui. Simplement, je voudrais qu'on soit à même tous de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que euh, il y a dans tout ce fatras d'informations qu'on nous assène depuis des mois et des semaines, des informations qui me semblent dissonantes et il est intéressant de relever ces dissonances. Par exemple, il y a quelque chose d'assez fantasmagorique, je trouve, à mon avis, c'est que normalement, chaque année, vous avez la grippe à influenza qui fait plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de victimes selon la gravité de l'épidémie, selon l'année. Ça doit osciller en France entre quelque chose comme 6 à 8 000 morts sur une saison tranquille et passer entre 15 et 20 000 morts sur une saison plus dure. Je crois qu'en 2017-2018, il y a même eu une épidémie de grippe assez sévère qui a fait au moins 25 000 morts. Vous connaissez les statistiques des chiffres de cette année sur la grippe hivernale. Pour l'Allemagne, 477 décès. Pour la France, encore mieux, 72. 477 décès pour l'Allemagne. Normalement, l'Allemagne a 84 millions d'habitants, donc un peu plus peuplée que la France. Donc on va s'attendre à avoir 10 à 15 000 morts environ sur une épidémie de grippe classique. Cette année, 477. La France, 72. Voilà, je vous laisse un peu tourner ces chiffres dans votre tête pour simplement vous imprégner de ces notions. Et tout d'un coup apparaissent pour l'Allemagne 9 000 morts dus au Covid et en France 30 000 morts dus au Covid. Voilà. Est-ce qu'on a mis dans la case Covid des patients qui sont peut-être morts d'autres choses ou peut-être des poly-infections. Ça arrive souvent d'ailleurs. Deuxième remarque, vous pouvez faire le constat, vous prenez des statistiques officielles comme la Johns Hopkins ou le CDC ou comme le Worldometer, les sites qui donnent les chiffres, et vous pouvez tester, comparer la mortalité, la létalité, c'est-à-dire due au nombre de cas rapportés dans chaque continent, sur chaque continent. Et vous allez vous rendre compte que d'abord cette létalité a largement baissé parce qu'on teste de plus en plus de gens. Et forcément ça donne un chiffre, disons, plus bas puisque les gens testés sont plus nombreux. Eh bien, vous avez des disparités assez importantes entre les continents. Notamment donc l'Amérique du Nord, on doit être à 7... ah non, ça a dû descendre. C'était à 10 pour 1000, c'est descendu à 4 ou 5 pour 1000. Pour 100, pour 100. En Europe, c'était au-dessus de 10% et c'est descendu à 7%. Le continent africain tourne dans les 2-3%, ainsi que l'Asie. Et l'Océanie, c'est 1%. 1% de létalité. Et la question qui suit, c'est à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à des raisons climatiques? Si on regarde par exemple le continent américain, qui s'étend du Canada au Chili, en passant par le Mexique, etc., vous avez des pays qui sont, disons, différemment touchés, mais qui ont quand même beaucoup de cas et beaucoup de décès, relativement. Et il n'y a pas de différence notoire. Par contre, ce qui est notoire peut-être,
c'est l'état de santé. On sait qu'il y a le Covid touche avec gravité et fait des victimes la plupart du temps chez les personnes obèses, diabétiques, malades cardiaques, etc. Donc ce sont des qu'on appelle des comorbidités, j'appelle ça des polypathologies, ou des personnes ayant une santé fragile, précaire. Ces maladies se retrouvent, donc c'est des maladies de société. Ce sont des maladies qui sont liées à notre mode de vie, notre mode de consommation. Personne ne se pose la question. Posez-vous cette question justement. Comment ça se fait que justement il y a des telles disparités? Et que justement dans les pays où on mange le plus richement, j'oserais dire, eh bien on a le plus de mortalité. Ensuite, vous avez la carence en vitamine D. Tous les pays qui sont très exposés au sud, il y a du soleil. Donc on a moins de chances d'être carencé en vitamine D. Or, il y a ce communiqué de l'Académie française de médecine qui date du 22 mai, qui a bien stipulé que la vitamine D pouvait jouer un rôle en adjuvant, notamment, donc en renforçant le système immunitaire et en modulant la réponse inflammatoire, qui est justement particulièrement facteur de gravité dans les complications sur les phases tardives du Covid. Donc il y a des questions qu'on peut se poser. Et pourquoi, troisième question, pourquoi au vu de tout ça, s'obstine-t-on à dire qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas de moyen de se sortir, qu'il faut attendre après un vaccin ou après un remède miracle? Mais le remède miracle, c'est peut-être tout simplement de faire attention à sa santé. Le remède miracle, c'est peut-être tout simplement d'aller à l'air libre, de prendre un bon bain de soleil en se protégeant la peau. Le remède miracle, c'est peut-être d'aérer ses intérieurs de façon à avoir un renouvellement et donc beaucoup moins de virus concentrés dans les mêmes pièces en même temps. Les remèdes miracles, c'est tout simplement d'éviter de faire de l'obésité, d'éviter de manger trop de sucre, de faire du diabète. Bien sûr, ça ne concerne pas les gens qui sont diabétiques dès la naissance, mais les gens qui deviennent diabétiques, les gens de diabète de type 2, peuvent faire attention à leur santé. On le devient, donc si on le devient, il y a bien des raisons pour le devenir. Euh, et l'obésité, pareil, les maladies cardiovasculaires, pareil. On a un rôle à jouer, on a une responsabilité. Plutôt que de faire porter le chapeau à un virus qui fait le boulot qu'il fait, c'est-à-dire d'envahir des corps et puis de se reproduire, et puis à la fatalité, et puis je sais pas moi, à attendre après un vaccin hypothétique et à attendre après un remède hypothétique. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions, oui, les bonnes questions. Euh, c'est un échantillon, un panel de questions qu'on peut se poser et que je me pose de plus en plus, parce que je suis en train de constater qu'on nous parle d'une seconde vague, etc. Euh, Certes, il y a des foyers de réinfection, oui. C'est ce qui semble être le cas, par exemple, en Australie. C'est ce qui semble être le cas dans certains pays où on a des entrants, donc des personnes qui retournent, qui viennent de passer des séjours à l'étranger, qui rentrent dans un pays et qui donc réinfectent ou infectent des gens. Euh, et de toute façon, c'est une situation qu'on va connaître de plus en plus à l'avenir. Parce que on ne peut pas vivre comme ça éternellement en étant enfermés les uns sur les autres. Enfin, disons, séparer les pays les uns des autres dans le monde globalisé qu'on connaît, c'est pas durable. Donc les échanges internationaux vont reprendre, les transports vont reprendre, peut-être pas avec la même ampleur, mais en tout cas, il faudra bien se prémunir. Et la façon de se prémunir d'une entre guillemets seconde vague, c'est d'abord de contrôler les frontières, peut-être, mais aussi d'apprendre à comment dire, gérer ces nouveaux clusters, comme on dit, hein, ces nouveaux foyers d'infection, je préfère un mot français, mais ce qui veut dire que, euh, bien entendu, si on continue à toujours confiner les personnes saines avec les personnes malades,
sans distinction, ça va continuer ça va pas arranger des problèmes, à mon avis. Et donc, il faudra apprendre à gérer une situation sans tomber dans la panique. Et donc, voilà, comment peut-on, peut-être avec des mesures d'hygiène de santé publique, très simples, peut-être prévenir, en tout cas, une multiplication ou une surmultiplication des cas de morbidité et des cas graves, de gravité. Voilà. Je n'ai pas la réponse à tout, hein. Je ne dis pas hein, que... Il me semble que de toute façon, quand un virus comme ça circule maintenant au niveau mondial, alors on fait mine de croire qu'il y a des nouveaux foyers d'infection, c'est tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous voyez, ils ont eu 140 000 morts. Ben, vous croyez il y a eu combien de personnes qui ont été contaminées s'ils ont eu 140 000 morts? Ben voilà, il y a des millions de morts, il y a des millions des millions de personnes qui ont été contaminées, bien entendu. Et de même que on n'a pas testé en France. Alors maintenant, on découvre des clusters, mais si ça se trouve, ces clusters, ils sont là depuis un bon moment, puisque on les découvre maintenant. C'est comme en Allemagne où on découvre des nouveaux cas. Et puis les tests sont pas fiables, en plus. Donc ils sont pas fiables à 100%. Donc il peut y avoir des faux positifs, il peut y avoir des faux négatifs. Vous voyez un petit peu. Si vous faites 100 000 tests, je l'ai déjà dit ça, et que vous révélez 500 ou 1000 nouveaux cas, vous êtes dans une telle prévalence que vous ne pouvez pas dire avec certitude que les cas que vous avez détectés sont véritablement positifs ou pas. Il faudrait multiplier les tests, les faire à plusieurs jours d'intervalle pour pouvoir confirmer la validité des tests. Oui, donc est-ce que ça se fait vraiment? J'en sais rien. En tout cas, et la- par exemple, où sont les malades? Est-ce qu'il y a des entrants dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux cas d'hospitalisation? Des nouveaux cas d'hospitalisation et des cas critiques, graves. Toutes ces questions méritent d'être soulevées et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de curiosité de la part des médias mainstream à l'égard de ces questions. On préfère se cantonner de repasser le plat chaud des nouvelles que nous font, que nous donne soit l'OMS, soit des instituts qui sont censés surveiller l'épidémiologie, mais à froid, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de réflexion qui est faite, il n'y a pas d'analyse qui est faite sur les chiffres. Or, ces chiffres nécessitent une analyse. Le fait de dire il y a, je ne sais pas moi, 200 000 ou 300 000 nouveaux cas, ça ne veut rien dire en soi. Rien. Absolument rien. Il faut analyser ces chiffres. Donc voilà, réfléchissez à ça. Posez-vous la question. Par exemple, comment ça se fait? Où est passée la grippe? Hein, où sont passés les morts de la grippe? euh, Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux autres morbidités? Parce que le fait par exemple, de mettre les gens en quarantaine et de confiner les gens et par exemple, le fait d'interdire de faire du bouche à bouche pour réanimer les gens, ça a une implication aussi. Il va y avoir des gens qui vont faire les arrêts cardiaques qui ne vont pas être réanimés à temps, par exemple. Euh, Ce sont des victimes collatérales de toute cette ambiance psychogène. Voilà. Je fais volontairement une vidéo qui n'est pas très longue pour simplement pour vous suggérer de vous poser des questions. Et si vous avez d'autres questions, c'est très très bien. Euh, le plus de questions on se pose, plus on mettra des choses en corrélation. Hein. Comme dit Kant, il faut mettre les choses en corrélation pour pouvoir faire des jugements synthétiques et non pas des jugements analytiques. Parce que les jugements analytiques ne nous apprennent pas beaucoup de choses sur les situations. Tandis que les jugements synthétiques, eux, nous permettent d'obtenir des réponses, des déductions. Voilà. Donc, faites vos déductions. Enfin, surtout, d'abord, posez-vous les bonnes questions. Euh, et quand on aura cerné le problème, peut-être, en échangeant des questions, peut-être qu'on pourra mieux savoir de quoi on parle. Et à ce moment-là, on pourra trouver les bonnes solutions. Comme dit Jean-Marc Jancovici, si vous ne savez pas de quoi
Si vous n'avez pas cerné votre problème, si vous n'avez pas défini vos problèmes correctement, vous ne pourrez pas trouver la solution. Alors c'est vraiment c'est du hasard. Bien, eh bien, je vous laisse euh, tergiverser. Enfin, je vous laisse non pas tergiverser, mais je vous laisse réfléchir à tout ça. Et on se donne enfin, rendez-vous à bientôt. Je vais prendre quelques jours de sabbatique. Mais je ne lâche pas l'affaire. Je garde un œil sur tout ça, bien entendu. Mais bon, de toute façon, il faut agir, comme je l'ai déjà appelé dans mes dernières vidéos. Il faut passer à l'action maintenant. Et l'action, c'est aussi la réflexion. Mais donc, je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Et parce que au train où ça va, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de dériver vers un monde orwellien. Et encore, Orwell n'avait pas peut-être eu l'occasion de voir toutes les débouchés technologiques qui existent maintenant. Donc, c'est un vrai cauchemar qui se profile à notre horizon. Et moi, je veux pas ça pour ma fille, je veux pas ça pour les générations futures. Voilà. Il faut qu'on soit vigilant, nous, maintenant, pour que le monde de demain ne soit pas un vrai cauchemar. Parce que déjà que Bill est là, c'est pas tout rose non plus. Allez, bonjour chez vous.